Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci à nouveau d'être là pour cette période post-Covid, on espère faire la dernière du genre, pour cette séance consacrée à la définition et à la mesure du crime. Donc vous savez, puisque vous êtes là, j'imagine, c'est votre première séance, ce qui est vraiment pas un problème, que nous proposons un cycle sur le crime, un terme certes très général, mais que les différents intervenants se feront un plaisir de préciser et de restreindre le temps suivant votre référence, sous différents aspects, en gros, sa réception dans la société, dans les institutions spécialisées telles que la justice, la police, etc., et également dans la presse. La semaine dernière, nous avons une séance consacrée à quelques affaires criminelles emblématiques des 19e et 20e siècles, et à leur traitement journalistique, ainsi qu'à l'engouement populaire que ce traitement journalistique, justement, ainsi que la puissance émergente de la presse au XIXe siècle, a pu susciter parmi un large public. Alors, ce soir, nous sommes particulièrement contents de pouvoir rétablir la continuité chronologique de nos séances, puisque, pour des raisons de disponibilité initiale des intervenants, nous avions prévu, il y a quelques semaines, de traiter ce soir le XXe siècle. Mais, grâce à un heureux concours de circonstances, nous rétablissons cette continuité chronologique, puisque Madame Ambroise est disponible ce soir pour parler des 20e siècle. Donc, Madame Ambroise, vous êtes professeur à l'Université de Versailles, 50 Yvelines, vous êtes professeur d'histoire contemporaine, et parmi vos centres d'intérêt, je crois, si je peux modestement et maladroitement croiser vos intérêts, il s'agit en quelque sorte de l'étude de la violence, et en particulier de la violence sexuelle, une distinction juridique, et de sa réception dans la société, son traitement dans la presse, nous sommes un peu en continuité sur ce plan-là avec la séance précédente, et son traitement par l'institution judiciaire. Cette séance porte sur, plus précisément, je vous rappelle le titre, définir les mesures de crime qui deviennent les 20e siècle. Alors, définir les mesures de crime, ce n'est pas du tout une question sémantique, une question purement lexicale, une question technique ou méthodologique pour les professionnels de la recherche et de la science, mais une question qui interpelle un large public. Il suffit de se souvenir, ou même de penser à des polémiques tout à fait contemporaines, sur la différence entre le sentiment versus la réalité même de la criminalité, du crime, de la montée ou non de la délinquance. Ce thème-là a été largement utilisé depuis une bonne vingtaine d'années sur le plan politique. Et puis, de manière un petit peu plus spécialisée, on parle un petit peu moins pour les grands médias, mais qui apparaît même, y compris auprès d'un large public, c'est-à-dire que révèlent les chiffres de la délinquance, comme ça en général, dans les médias mainstream, très public. Est-ce qu'il s'agit de la réalité, concept de sujet à examen critique, de la délinquance et de sa criminalité au sens mais s'agit-il plus précisément de statistiques qui reflètent l'activité des forces de l'ordre et de la justice. Voilà, juste avant de passer à la parole à François, je rappelle une fois encore le principe cardinal de nos séances, c'est-à-dire que nos séances sont utilisées à égalité entre une heure d'intervention d'abord par et ensuite d'un échange avec la salle, sinon par un groupe de questions, une enseignante qui est bien connue dans ce genre de rencontre. Voilà. Je crois que vous rentrez dans le vif du sujet. Madame Ambroise, vous avez la parole. Oui, bien sûr. Oui. Ah oui. Oui, on vous a entendu. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation qui était pile conforme, en tout cas en relation avec ce dont je vais parler ce soir.
et bonsoir à toutes et à tous, d'abord. Alors oui, le titre de ma communication est « Définir et mesurer le crime 19e-20e siècle » et si vous le permettez, j'y ajouterai un troisième volet, pas tellement par amour pour les trois parties académiques, mais parce qu'il me semble que cette définition et cette mesure du crime sont des choses tout à fait indissociables des représentations du crime. Et donc pour finir, je parlerai de ces représentations telles qu'elles se sont déployées dans la presse, dans les médias, au XIXe siècle, et telles qu'elles continuent, ou pas d'ailleurs, de se déployer jusque pratiquement à aujourd'hui. Enfin bon, je m'arrête autour de 2000 pour faire bonne mesure. Alors, d'abord quelques remarques liminaires, que vous me pardonnerez j'espère, mais ça c'est ma tentation de chercheuse, juste pour rappeler que depuis une trentaine d'années environ, l'histoire contemporaine du crime et de la justice a connu un essor tout à fait remarquable. Donc c'est quand même assez récent, 30 ans, hein, c'est quand même une histoire assez récente. C'est une histoire qui d'abord s'est penchée sur l'histoire des crimes, des délits et de leur répression, et puis qui plus récemment s'est davantage intéressée aux savoirs qui ont pris le crime pour objet, la statistique criminelle, dont je vais un petit peu parler ce soir, le droit, l'anthropologie, la médecine. Alors, toute histoire du crime, et j'imagine que Frédéric Chauveau a dû vous le dire la dernière fois, hein, évidemment, présente plusieurs risques. Le premier risque étant évidemment l'anachronisme, c'est-à-dire qu'on se penche sur des représentations criminelles, des discours sur le crime du passé, on risque évidemment de vouloir attribuer une valeur très contemporaine à ces représentations et on y projette évidemment d'autant plus que le crime mobilise en nous des émotions, hein, on a tendance à y projeter des valeurs qui sont celles d'aujourd'hui. L'autre risque, et nous y succombons tous, je pense, à un moment ou à un autre, hein, c'est le sensationnalisme. C'est-à-dire qu'au fond, il faut se demander pourquoi je m'intéresse à ces histoires, hein, à cette histoire et à ces histoires. Et quand on se demande et qu'on s'autorise une réponse sincère, souvent on retrouve en soi le lecteur de faits divers, qui est la dimension voyeuse, évidemment, de ces lectures, hein, et de cet appétit pour les faits divers. Bon, il ne faut pas en rester là, évidemment. Enfin, troisième écueil peut-être, en nous intéressant à des affaires criminelles, on sort de l'oubli souvent des figures qui étaient rentrées dans l'ombre, hein, et on les érige, la science historique contribue à les ériger en figures exceptionnelles, alors qu'il faut les saisir, au contraire, il faut toujours essayer de les saisir comme représentatifs d'un moment, d'une époque, et à ce titre, essayer de les comprendre. Voilà, après ces remarques, je vais rentrer dans le vif du sujet, en commençant par la question, qu'est-ce que le crime? Qu'est-ce que le crime? Alors, j'apporterai 5 éléments de réponse à cette question. Je pose la question ainsi parce que c'est le titre d'un article publié par Émile Durkheim en 1894 dans Les règles de la méthode sociologique. Donc je ne saurais m'appuyer sur plus sérieux, hein, que sur Durkheim. En gros, on peut distinguer 5 éléments de réponse à cette question. Pour Durkheim, toute société prescrit des impératifs et des interdits. Et donc le crime est un acte qui viole un impératif ou un interdit. Ces impératifs et ces interdits étant portés par ce qu'il appelle la conscience collective, c'est-à-dire l'ensemble, je le cite, des croyances et sentiments communs à la moyenne des membres d'une société formant un système déterminé qui a sa vie propre. Pour Durkheim, donc, qui est en quelque sorte le fondateur de la méthode sociologique, hein, de la sociologie comme science, le crime est à la fois un vrai objet, au sens où il est facilement identifiable et mesurable, et il est aussi une création sociale. Et c'est comme ça qu'il faut essayer de le prendre. Pourquoi une création sociale? Parce que différentes sociétés auront des listes de crimes différentes.
Ce qui amène immédiatement à une autre question, hein, pourquoi ne trouvons-nous pas dans le code criminel des conduites, toutes les conduites qui semblent dommageables? Par exemple, bon, on peut penser, et c'est d'actualité, hein, toutes les questions qui se sont posées sur le clonage au cours de ces dernières décennies, ou toutes les questions que pose l'urgence climatique. Bon, le droit de l'environnement est une réalité assez récente, et c'est simplement, alors évidemment Durkheim ne pensait ni au clonage ni à l'environnement, hein, mais c'est simplement fait remarquer Durkheim que les codes sont toujours un peu en retard sur l'évolution culturelle. Deuxième élément de réponse, Durkheim écrit ceci, je le cite, « Le crime est normal, parce qu'une société qui en serait exempte est tout à fait impossible. » Donc, on voit bien là que Durkheim, en sociologue, observe le crime comme un fait social général, qui s'observe dans toutes les sociétés, dans tous les types de sociétés, même si évidemment cette criminalité change de forme selon les sociétés. Donc, quand il dit normal, il entend normalité, comme étant ce qui est étroitement lié à toutes les conditions de la vie collective. Hein, ça ne veut pas dire qu'il justifie, je reviendrai sur ce point. Donc, normal, au fond, ça veut dire inévitable. Hein, et là, on est au cœur de la démarche sociologique. Ce qui est statistiquement observable et statistiquement commun. En revanche, fait remarquer Durkheim, une augmentation trop forte de la criminalité peut être pathologique. Donc vous voyez, quand on présente la délinquance ou la criminalité comme une pathologie sociale, Durkheim n'est pas du tout d'accord avec ça. Hein. Mais si cette criminalité est trop forte, et il le dit de la même façon pour le suicide d'ailleurs, hein, alors là effectivement on peut considérer qu'il y a une dimension pathologique. Donc c'est bien la régularité statistique de la criminalité qui en assure la normalité. Voilà, ce qui est normal, dit-il, c'est simplement qu'il y ait une criminalité, pourvu que celle-ci atteigne et ne dépasse pas, pour chaque type social, donc il prend en compte la diversité des types sociaux, hein, un certain niveau qu'il ne peut être pas impossible de fixer. C'est là, évidemment, où le bas blesse, parce que comment fixer ce niveau acceptable? Bon, il ne répond pas, hein. Évidemment, ça serait trop, on serait sauvé, hein, mais bon, il ne répond pas. Troisième élément, Durkheim ajoute, le crime est aussi un facteur de la santé publique. Alors, évidemment, cette affirmation est surprenante, hein. Elle est la preuve là de la démarche scientifique qu'opère Durkheim. Il s'agit de dépasser les opinions communes, hein, les prénotions. Il est en train de construire la sociologie comme science, donc évidemment il se donne un peu de mal. Il s'explique, le crime permet aux petites déviances, enfin je résume hein, sa position, aux petites déviances, aux excentricités, à la créativité, à l'originalité, à la découverte, à la curiosité d'exister et de se manifester. Sans le crime, fait remarquer Durkheim, la dénonciation morale s'étendrait automatiquement vers le bas, aux actes les moins graves, et il prend d'ailleurs pour ça l'exemple d'un monastère, hein, dans lequel toute la vie est réglée de part en part. Et donc, dit-il, le crime empêche la société d'être réfractaire au changement en général. Et il explique hein, ceci en disant, dans une société, il est important que nous ayons toujours une cible pour manifester notre désapprobation morale. Parce que c'est le fait d'être scandalisé, de s'indigner d'un certain nombre de choses, ceci renforce l'identité collective des sociétés. Et puis, fait-il remarquer, certains crimes sont simplement des conduites morales avant-gardistes. Et alors, il prend l'exemple de Socrate, hein, qui, je vous le rappelle, a été condamné à boire la ciguë parce que, pour Durkheim, Socrate était accusé d'avoir perverti la jeunesse, hein, et pour Durkheim, c'est simplement qu'il était en avance sur son temps. On pourrait le dire, historiquement ça se vérifie, hein, on
pourrait le dire de la même façon pour les procédés de contraception, par exemple, qui ont été longtemps poursuivis dans la justice pour l'avortement, etc. Donc, Durkheim dit le crime, c'est une manière d'explorer notre moralité, la moralité sociale, hein, mais c'est aussi une manière d'évoluer. Alors, Durkheim dit oui, le crime peut être répugnant, mais comme la douleur est utile à l'individu, parce que la douleur physique révèle au fond des pathologies dont il faut s'occuper, le crime révèle aussi justement, enfin témoigne de la souplesse des sociétés et révèle le sentiment collectif. Donc c'est pour ça qu'il est utile, hein, parce qu'il est un indice finalement assez fiable de la bonne santé des sociétés et de leur possibilité d'être dynamiques et de conserver cette souplesse. Et là, évidemment, pour comprendre cette démarche, il faut réinsérer Durkheim dans le cadre politique, dans le contexte politique qui est le sien au moment où il pense ceci. Hein. Il est le citoyen d'une société démocratique, cette Troisième République qui est en train de se construire et qui lutte contre toutes les tentations autoritaires. Hein. Durkheim écrit « Pour qu'il n'y eût pas de crime, il faudrait un nivellement de conscience individuelle qui n'est ni possible ni désirable. » Voilà, la condition de la respiration démocratique, hein, c'est le crime. Alors, quatrième point dans cette définition du crime par Durkheim, dans ce même texte, hein, donc Durkheim précise, j'y reviens sans y insister, hein, que parce que le crime est normal, il ne faut pas en déduire qu'il faut l'accepter, hein, il est haïssable, dit-il, donc il en appelle quand même à la morale, hein. Il est haïssable, il faut lutter contre le crime et il faut le punir. Mais sans voilà, vous voyez, il faut le punir, c'est-à-dire qu'il faut prendre le crime, les crimes individuellement et le penser collectivement ailleurs, je dirais. Enfin, dit Durkheim, le crime n'est pas défini par l'atteinte à la vie ou au bien des individus ou de la collectivité, mais le crime est défini en réalité par la peine que la société lui applique. La peine, dit-il, est le seul dénominateur commun à tous les actes que différentes sociétés qualifient de crimes. Et, je le cite, il dit ceci, « Nous appelons de ce nom, donc crime, tout acte qui, à un degré quelconque, détermine contre son auteur cette réaction caractéristique qu'on nomme la peine. » Donc voilà, hein, il inverse en quelque sorte la perspective, il part de la peine, il met le crime en rapport avec des normes établies, et donc il fait dépendre la définition du crime, de la hiérarchie des peines, c'est-à-dire de la réaction sociale que toute infraction engendre. Alors évidemment, ceci m'amène à considérer, toujours dans le cadre de cette définition, hein, à considérer que ce qu'une société désigne comme crime, elle le réprime en conséquence, donc il faut en passer par les codes. Alors, comme je m'occupe des 19e et 20e siècles, je ne remonte pas à l'Ancien Régime, vous me pardonnerez, je l'espère, hein. Je vais simplement évoquer principalement le code de 1810 qui prend comme modèle, donc le code pénal hein, de 1810, qui prend comme modèle le code de 1791, qui est vraiment le premier code pénal, et rédigé en pleine période d'optimisme révolutionnaire, hein, qui s'est empressé, et vous allez voir pourquoi ça répond à une définition du crime, hein, qui s'est empressé de supprimer certains crimes, le crime d'hérésie, le crime de lèse-majesté divine, le crime de sortilège, donc une série de crimes qui en fait appartenaient à un registre religieux, vous le voyez, et évidemment monarchique aussi. Ce code de 1791 aussi, il est rédigé par des gens qui se méfient beaucoup des juges
et qui donc mettent au point un taux de peine fixe. Et les juges ont finalement très peu de décisions à prendre, si ce n'est qu'ils appliquent ce que prévoit le code. Alors c'est quand même un code sévère, le code 1791, comme d'ailleurs le code de 1810. Hein. Les peines encourues par les criminels sont la mort, les travaux forcés, mais limitées à 24 ans maximum, la réclusion, la détention, la déportation. Et puis il y subsiste, comme dans le code de 1810, des peines dites infamantes, telles le carcan ou la dégradation. Mais il n'y a pas de réclusion criminelle à perpétuité. Et le code de 1791 a aussi supprimé la marque au fer rouge, le pilori et les mutilations. Alors, ceci, bon, c'est le résultat de cet optimisme révolutionnaire que j'évoquais. Hein. Ceci ne dure pas très longtemps. La marque est rétablie en 1801 parce qu'elle présente un avantage pratique indéniable. C'est qu'une fois qu'un criminel a été marqué, et en dehors de toute pratique de repérage, d'archivage, de fichage des criminels, hein, et ben, cette cicatrice pénale, évidemment, permet d'identifier un récidiviste à partir de cette marque. Dans le... Bon, non, je passe là-dessus. Le code prévoit que, en cas de condamnation à la peine de mort, le condamné aura la tête tranchée, et on continue d'utiliser la guillotine pendant tout le XIXe siècle et une très large partie du XXe siècle. Le code de 1810 il reprend donc l'ensemble de ces éléments. À mes yeux, il est un véritable monument culturel, au sens où il nous renseigne assez précisément sur la hiérarchie des valeurs de ceux qui ont rédigé ce code de 1810. Bien sûr, il naît d'une volonté politique. Il s'agit de reconstituer le tissu social déchiré par la Révolution. Hein, on est en plein pendant l'Empire. Autour de trois pôles: l'État, dont l'autorité doit être absolument restaurée, la famille et la propriété. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui domine la hiérarchie des valeurs dans ce code pénal de 1810. Et il essaye aussi de faire la synthèse entre le droit d'Ancien Régime et les acquis de la Révolution. Alors, il définit clairement les infractions. La règle morale, comme dans le code de 1791, comme les préceptes religieux, sont exclus du droit. Hein, il s'adosse en quelque sorte à la Déclaration des droits de 1789 qui affirmait que le droit ne peut punir que ce qui est nuisible à la société. Et alors, du coup, il est inflexible en matière politique. On compte dans le code pénal de 1810 près de 200 articles qui sont consacrés à la sûreté de l'État. Donc on voit bien que là il s'agit de protéger la souveraineté de l'État et de défendre donc l'État à la fois contre ceux qui à l'extérieur de ces structures veulent le déstabiliser, donc la trahison, l'intelligence avec l'ennemi, les attentats, les complots contre l'empereur, le pillage des biens publics, etc. Hein. Et puis évidemment on défend l'État aussi de l'intérieur. En revanche, donc on ne retient pas, j'insiste là-dessus, hein, des infractions, parce qu'il me semble que au cours de ces dernières années, il y a eu quelques confusions autour de ces règles morales que le droit ne respecte pas. Hein. On ne retient pas des infractions donc, qui étaient considérées comme très graves sous l'Ancien Régime, comme l'inceste, la sodomie, le proxénétisme simple, parce que le droit se pense tout de même comme différencié de la morale. Il s'appuie sur une conviction: l'homme est réputé responsable de ses actes, et donc l'usage qu'il fait de ses libertés lui appartient, hein, de ses libertés, de sa liberté. Et donc la peine n'a pas pour objectif d'améliorer le coupable, il s'agit de le punir. Il ne s'agit pas de le faire souffrir, hein, mais son châtiment est perçu comme étant la meilleure façon de prévenir de nouveaux crimes.
Alors, on voit bien que ce code, il est appuyé sur l'esprit des Lumières quand même, hein, puisque au fond, il est très inspiré par ce texte fameux qu'on doit à Beccaria, hein, publié en 1764, qui est un texte très court, hein, des délits et des peines, qui a constitué la base de la réflexion en matière de droit pénal. Beccaria, en écrivant des délits et des peines, voulait fonder la légalité des délits et des peines, la légalité des peines, hein, et s'opposait du même coup, évidemment, à l'arbitraire d'une justice royale ou seigneuriale qui s'était exercée depuis des siècles, un peu, voilà, de manière en tout cas arbitraire. J'en finis avec Beccaria, juste pour rappeler quand même que Beccaria est hostile à la peine de mort, hein, qu'il estime que ça n'est qu'une survivance de rigueurs antiques, que c'est donc un anachronisme dans une société moderne et policée, que par ailleurs elle est inutile puisqu'elle n'a pas valeur d'exemple, ça ne marche pas, et qu'elle est aussi nuisible puisqu'elle fait de l'État, au fond, quelqu'un qui s'arroge le droit de vie et de mort sur des citoyens, et enfin sur des sujets, et que donc on voit bien qu'il y a dans son esprit, comme dans l'esprit de ses continuateurs, quelque chose là qui relève vraiment de l'anachronisme. C'est une référence à la monarchie. Ce code pénal de 1810, en réalité, il n'a pas cessé d'évoluer. Après sa rédaction, hein, il a créé tout au long de son existence jusqu'en 1994, donc c'est pour ça que c'est vraiment un monument, hein. C'est quand même un code qui a fonctionné pendant 2 siècles, qui pendant 2 siècles a été critiqué en permanence, mais qui a quand même continué de fonctionner, ce qui est assez amusant. Et il a été critiqué par tout le monde, par des juristes, il était rejeté par une partie de la société. Alors, du coup, il a été à la fois constamment restauré, enfin constamment amendé. On y a ajouté en permanence des infractions nouvelles. Bon, j'aurai l'occasion d'en reciter, hein, mais par exemple le proxénétisme en 1885, puis à nouveau en 1903, le recel en 1915, la propagande antinataliste en 1920, hein, on croit souvent à tort que la propagande antinataliste est une invention de Vichy, mais ce n'est pas le cas. Et vous voyez bien que ces trois incriminations nouvelles que je viens de citer, elles ne concernent pas des faits, hein, le proxénétisme, le recel, la propagande antinataliste, elles visent des conduites assez imprécises, assez difficiles à cerner, et on voit bien que ces 3 incriminations répondent au fond à des préoccupations morales, hein. Donc le code évolue, pour le dire de manière un peu résumée, en se détachant progressivement du principe de Beccaria, hein, de la légalité des délits et des peines. C'était très simple, hein, un crime, une peine. Voilà, c'est une justice rétributive que pense Beccaria, il n'y a pas de discussion à avoir. Et en réalité, ce code va progressivement se détacher de plus en plus, précisément en inventant des incriminations qui ressortissent assez largement à la morale, ou du moins à des conduites difficiles à cerner. Donc il est modernisé à plusieurs reprises. J'évoquerai juste les 2 réformes principales qui me semblent les plus importantes. Une première petite réforme en 1824, bon, elle n'est pas si petite que ça, puisqu'elle introduit les circonstances atténuantes. Mais seul le juge a le droit de prononcer ces circonstances atténuantes. En revanche, la 2e réforme importante, c'est celle de 1832, parce que là, elle va permettre au jury d'assises de se prononcer sur l'existence de circonstances atténuantes. Et ça n'est pas rien, parce que ça permet d'abaisser d'1 degré, voire de 2 degrés, le quantum de la peine, ce qui permet au fond de sauver des têtes, hein, c'est-à-dire de transformer une peine, une sentence capitale en sentence aux travaux forcés. Et puis, en 1863, nouvelle réforme.
Et finalement, chacune de ces réformes a pour effet, et pour objectif aussi d'ailleurs, d'adoucir des peines, puisque les magistrats sont pas, enfin, bon, voilà, sont des hommes de pratique, hein, et qui constatent qu'en réalité, notamment aux assises, les assises qui depuis 1811, qui jugent les crimes, hein, donc le crime est défini par le fait qu'il est jugé aux assises et par un jury. Alors on ne peut pas parler de jury populaire avant 1848, avant le suffrage universel évidemment, c'est un jury quand même, même s'il est censitaire, et ces jurés, qui sont des hommes exclusivement jusque assez tardivement, hein, jusqu'en 1945, ces jurés ont tendance à finalement renâcler devant la sévérité de certaines peines, et donc à préférer, dans bien des cas, acquitter, plutôt que de condamner à des peines qu'ils estiment trop sévères. Donc les magistrats, les présidents des cours d'assises, passent leur temps à écrire au garde des Sceaux. Ils font plusieurs fois par an un rapport au garde des Sceaux qui lui envoie, qui sont évidemment des archives formidables pour les historiens, en disant ah ben alors c'est terrible, on a encore eu un jury d'incapables, ce sont des analphabètes de la justice. Ils ne sont pas analphabètes, mais ils sont voilà, analphabètes de la justice. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ont encore acquitté quelqu'un alors que les faits étaient constants, hein, mais ils ont acquitté cet accusé qui était évidemment coupable parce qu'ils ont eu peur de la sévérité de la peine. Et donc voilà, la réponse à ces alarmes permanentes, hein, des magistrats, c'est l'adoucissement des peines. Alors, par l'introduction des circonstances atténuantes et par la correctionnalisation aussi, c'est-à-dire qu'un certain nombre de crimes, progressivement au fil du siècle, hein, vont être transférés des assises aux tribunaux correctionnels, de façon à être jugés par des tribunaux correctionnels, ce qui fait que du coup, ils encourent des sanctions qui sont plus légères. Ça présente deux intérêts. Un, c'est qu'au moins, devant les tribunaux correctionnels, ils sont jugés par une cour de professionnels qui sera moins prompte à acquitter parce que la peine est trop sévère, hein, qui sont plus soucieux de rendre la justice, hein, et donc la justice de l'État, donc de faire respecter les prérogatives de l'État. Et puis aussi, c'est à le mérite de désengorger les cours d'assises. Ça coûte beaucoup moins cher, évidemment, une affaire traitée en correctionnel. Bon, alors malgré ces transformations, le code reste à peu près inchangé jusqu'à la réforme de 1992. Le nouveau code, ce que j'appelle le nouveau code pénal, parce que je suis historienne et que ça me paraît être daté d'hier, le nouveau code pénal, que plus personne n'appelle comme ça, hein, qui rentre en vigueur en mars 1994, et qui, voilà, va en gros essayer de continuer à concilier la légalité des délits et des peines et l'individualisation de la peine. C'est-à-dire que de plus en plus, au fil du XIXe siècle, on essaye, les juges essayent de le faire, hein, et on voit que ça se fait, hein, on prend de plus en plus en compte, non pas simplement le crime, donc le geste commis, hein, ce que voulait Beccaria, mais on prend de plus en plus en compte la personnalité du criminel. Et on s'intéresse de plus en plus à la personnalité du criminel. On voit bien que cette prise en compte de la personnalité du criminel, qui conduit donc à individualiser les peines, se fait en s'adossant à la montée en puissance des sciences du psychisme, alors la médecine aliéniste au XIXe siècle, et puis ensuite la psychiatrie, et puis même, je dirais d'une certaine façon, la psychanalyse à partir de l'entre-deux-guerres, et plutôt d'ailleurs après la Seconde Guerre mondiale. Et ce nouveau code pénal, il témoigne de cette sensibilité, hein, puisqu'il va s'intéresser beaucoup plus que le code de 1810. Vous avez remarqué peut-être que pour l'instant, j'ai parlé de crime, j'ai parlé de criminel, je n'ai pas prononcé le mot de victime. Pourquoi? Parce que dans la justice du code pénal de 1810, les victimes, voilà, ça n'est pas la question. Hein. Ça n'est pas la question. Ce qui est en question, évidemment, c'est l'ordre social transgressé, rompu par l'acte criminel ou délinquant. Or, le code pénal de 1994 intègre cette victime
il crée une nouvelle infraction qui est la mise en danger de la personne. Ça, c'était complètement étranger au rédacteur du Code de 1810. Il intègre aussi la notion de crime contre l'humanité. Et donc, on voit que dans ce nouveau Code pénal, désormais, la personne prévaut, l'emporte sur ce qui était en question dans le Code pénal de 1810, c'était le sujet politique. Hein, la personne qui est détentrice de droits, je dirais, d'une intimité, d'un sens de l'honneur, bien plus que le sujet politique comme acteur de la vie démocratique. Alors, c'est pas moi qui produis cette analyse, hein, ce sont des juristes dont je me suis inspirée, et ceci est construit en quelque sorte l'individualisme juridique contemporain qui s'est imposé progressivement au fil des décennies. C'est pour ça que je dis que les codes pénaux, c'est vraiment des monuments culturels, hein, parce que cet individualisme juridique, il est lié évidemment à l'implication grandissante des femmes dans la vie institutionnelle et sociale, et à la reconnaissance progressive, lente, trop lente évidemment, de leurs droits, et puis plus récemment, la reconnaissance des droits des enfants. Donc on voit bien que là, avec l'enfant, la question du sujet politique devient un peu plus compliquée. On pourra en reparler si vous voulez, mais enfin, voilà, je vous rappelle juste qu'il a fallu attendre la loi de décembre 1980 pour que le viol soit pleinement... Alors, le viol existait comme crime, et c'était un crime qui était, dans le Code pénal de 1810, justiciable de travaux forcés. Donc, ce n'était pas un crime qui était pris à la légère. Mais d'abord, il était défini de manière extrêmement restrictive, et pratiquement, les mises en accusation ne s'accompagnaient jamais, ou très rarement, de condamnation. Bon, à partir de décembre 1980, la définition même du crime de viol est élargie. On en reparlera si vous voulez. Et du coup, s'amorce, disons, une prise en compte du viol qui s'amorce juste, parce qu'apparemment, on n'en a pas fini avec ces questions. On est très loin d'en avoir fini. Voilà, donc ce rapide panorama pour vous montrer que la norme pénale est donc solidaire de la société qui la produit, et qu'elle traduit aussi les aspirations du corps social. Le crime, donc, c'est ce que traque ce corps social, et ce qu'il doit, pour le traquer efficacement, mesurer. Et donc j'en arrive à mon deuxième point sur les mesures. Il ne faut pas que je traîne. Alors, bon, je vais essayer de dire les choses de la... Alors évidemment, quand on commence à parler de statistiques... Bon, nous sommes d'accord, donc je ne vais pas vous infliger des tombereaux de chiffres, je vais juste vous dire à quel point il est au fond difficile, voire impossible, de manipuler les chiffres de la délinquance et donc de les croire. Voilà. Alors, d'abord, parce que il existe, c'est vrai, à partir de 1827, une série statistique absolument remarquable qui s'appelle le Compte général de l'administration de la justice criminelle. Ça, c'est ces longs titres que le 19e siècle adore, dont le relais a été pris en 1978 par un annuaire statistique de la justice qui est aujourd'hui accessible en ligne. Donc n'importe quel citoyen peut consulter ces statistiques de la justice, qui enregistre pour chaque année les chiffres en données brutes, puis évidemment ensuite en données corrigées de la justice. Mais évidemment, alors ce comptage statistique est très intéressant, mais il pose toute une série de problèmes. La première, c'est que il y a des catégories qui varient au fil du temps. Alors par exemple en 1925, pour prendre un exemple au hasard, il faut chercher dans le compte général ce que l'annuaire statistique des années 70 et jusqu'à aujourd'hui qualifie d'homicide volontaire, il faut le chercher du côté des coups et blessures mortelles, assassinats et meurtres. Donc en fait, on a des catégories qui ne sont pas homogènes. Donc c'est très difficile
d'établir des évolutions, des dynamiques de longue durée avec ces séries statistiques qui sont un peu décevantes finalement. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Et puis, puisque je vous disais, chaque génération en quelque sorte invente des crimes nouveaux, hein, on voit des nouveaux venus rentrer dans ce compte général, et du coup, là encore, la série est difficile. Je prendrai juste un exemple. En 1832, je ne le prends pas par hasard, hein, en 1832, on crée le crime d'attentat à la pudeur sans violence sur mineur. Donc, on invente en quelque sorte le crime qu'on appellerait aujourd'hui pédophilie. Enfin, on ne l'appelle plus. D'ailleurs, j'ai remarqué que ça y est, ce terme-là a reflué dans les médias. Hein, on ne parle plus de pédophilie. Attentat à la pudeur sans violence sur mineur de moins de 11 ans, âge qui sera porté à 13 ans en 1863 lors de la deuxième réforme, et puis à 15 ans en 1945. Alors évidemment, à partir du moment où on crée cette infraction nouvelle, on va voir arriver des dénonciations et des condamnations nouvelles. Donc les chiffres gonflent sans que ça témoigne d'une criminalité aggravée. Hein. Même chose en 1873 est créé le délit d'ivresse, qui va faire aussi gonfler la statistique du compte général. Donc, en 1965, nouvelle catégorie, l'usage et le trafic de stupéfiants. Ça ne veut pas dire que la pratique date de 1964, ça veut juste dire qu'elle rentre à ce moment-là dans ce corpus des infractions. Et puis, à partir de 2002, allez, puisqu'on continue, hein, on peut continuer, l'infraction nouvelle, c'est le recel et la diffusion d'images pornographiques de mineurs. Donc là aussi, hein, on a des statistiques qui, du coup, ne cessent d'enfler, et qui peuvent conduire, disons, à des interprétations qui ne sont pas tout à fait justes. En revanche, les crimes et les délits qui disparaissent sont assez rares. Hein, j'ai dit ceux qui avaient disparu au moment de la rédaction du Code de 1810. Et bon, pratiquement, le XXe siècle a éliminé le délit d'adultère. Puis, à partir de 1982, les distinctions entre hétérosexuels et homosexuels pour les attentats à la pudeur sur mineurs. L'homosexualité n'a jamais été pénalisée pendant le XIXe siècle, contrairement à ce qu'on lit souvent. Elle était mal vue, elle était moralement réprouvée, mais elle n'était pas poursuivable en tant que telle. Voilà, alors, ça c'est la première difficulté. La deuxième difficulté de ces statistiques de la justice, c'est que, je l'ai dit, hein, j'ai évoqué tout à l'heure la correctionnalisation. Donc quand on regarde le compte général, on voit que les affaires qui sont traitées aux assises décroissent. Donc on peut se dire, oh ben c'est bien. D'ailleurs, parfois, les rédacteurs du compte général, dans leur introduction, disent « Oh, on voit que la société se police, elle se moralise, il y a moins d'affaires traitées aux assises. » Mais c'est juste parce qu'elles sont traitées en correctionnel. Hein. Elles sont déqualifiées, parfois par le président de la cour d'assises lui-même, hein, qui se dit « Bon, allez, ça sera plus simple. » Et notamment toutes les affaires de viol. Beaucoup d'affaires de viol. Dès que la plaignante porte sur son corps les traces de l'agression, eh ben, on déqualifie en coups et blessures. Alors évidemment, c'est correctionnalisé, mais du coup, on obtient une condamnation, et c'est ce que veulent évidemment les présidents des cours. Même chose, l'acquittement, parce que je vous disais, l'infanticide. L'infanticide était passible de peines très sévères, et du coup, il entraînait avec lui une série d'acquittements, beaucoup d'infanticides étaient l'objet d'acquittement. Du coup, on le correctionnalise, ça ne vous étonnera pas, en 1941. En 1941, l'infanticide, ça passe plus, hein, ça passe pas. Et puis, il est à nouveau renvoyé devant les jurés d'assises à partir de 1954. Bref, vous aurez compris que les statistiques de la justice sont, c'est le moins qu'on puisse dire, une source totalement peu fiable pour l'étude de la déviance. En revanche, elles fournissent une cartographie excellente du fonctionnement de la justice, des valeurs qu'elle défend prioritairement,
des politiques pénales qu'elle mène. Même chose, je dirais, puisque avec les statistiques du ministère de l'Intérieur, puisque le relais de ces statistiques a été pris en quelque sorte à partir des années 70, c'est la statistique de la police et de la gendarmerie qui est davantage utilisée pour décrire l'état de la délinquance. Et donc, en gros, c'est ça, ce sont ces statistiques-là qu'usent les médias lorsqu'ils nous donnent les chiffres de la délinquance. Bon, je ne rentre pas dans le détail, il y a 107 catégories, tout ça est très compliqué, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que pour que ces statistiques existent, il faut qu'il y ait eu une dénonciation, il faut qu'il y ait eu une plainte devant les forces de l'ordre. Or, on le sait, toute une série de crimes ne sont pas dénoncés. Alors c'est le cas notamment d'un certain nombre de crimes qui concernent les agressions sexuelles ou les viols. On sait que là, il y a un différentiel entre la réalité du crime et la dénonciation qui est d'ailleurs assez impossible à évaluer. Et c'est d'ailleurs pour répondre à cette difficulté qu'ont été créées depuis la deuxième moitié des années 1990 des enquêtes de victimation sur le modèle américain, qui sont devenues systématiques depuis le milieu des années 2000. Aujourd'hui, elles sont annuelles, mais là encore, voilà, ce sont des enquêtes qui sont menées auprès des victimes qui disent ce qu'elles veulent, ce qu'elles ont subi ou pas. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est la sous-évaluation ou la surévaluation, de la même façon que un certain nombre de vols sont peut-être plus facilement dénoncés, plus massivement dénoncés aujourd'hui qu'hier, tout simplement parce que pour se faire rembourser un téléphone portable qu'on a fait tomber ou perdu, il vaut mieux le déclarer comme volé. Voilà. Donc les assurances, l'entrée en lice, l'entrée dans le jeu de l'histoire des assurances a été certainement tout à fait important dans la massification des dénonciations. Ce que nous donnent ces statistiques, ce sont les chiffres des dénonciations. Et alors quand on regarde, parce que je me suis amusée à faire des cours, des jolis cours dont je savais bien qu'elles ne renseignent pas sur la réalité criminelle, et moi qui me suis intéressée à la criminalité sexuelle sur mineurs, on voit des petites pointes autour des années 1860. Je me suis dit, tiens, c'est le Second Empire, c'est bon. Et puis à nouveau, et puis alors, un effondrement ensuite. Ah oui, ça c'est la correctionnalisation, parce que moi je m'intéressais qu'aux assises. Et puis à partir des années 1990, puis ça ne cesse pas de monter. Et alors quand je présente ces courbes, on me dit, mon Dieu, mais c'est une catastrophe, alors une aggravation sensible de ces questions-là. Je dis, mais non, il y a une aggravation, il y a une augmentation des dénonciations. Donc c'est plutôt bon signe, réjouissons-nous. C'est-à-dire que voilà, ces affaires-là qui étaient traitées au niveau infrajudiciaire ou dans le secret des familles, etc., aujourd'hui, elles sont traitées par la justice. Je ne sais pas s'il faut s'en féliciter, mais en tout cas, elles ne restent plus soumises au secret. Et j'aborde mon troisième point très rapidement sur la question des représentations. Je voudrais juste vous dire ceci, c'est que, évidemment, cet intérêt pour le crime, il est, on l'a vu avec l'entrée dans le jeu des statistiques criminelles, on est rentré de manière presque contemporaine dans l'ère statistique, avec ce compte général de l'administration de la justice criminelle et dans l'ère médiatique. C'est au XIXe siècle que la presse écrite se développe, particulièrement à la fin du XIXe siècle, avec l'entrée dans le jeu d'une presse commerciale, populaire, qui se vend très peu cher. Vous en avez un exemple sur le flyer, cette une du Petit Journal qui attire l'attention des lecteurs sur les menaces terribles que font régner les Apaches dans Paris. Voilà, c'est tout à fait représentatif, emblématique d'un certain discours que la presse va se mettre à tenir à partir des années 1880-1890. Pourquoi? Tout simplement parce que le Petit Journal,
qui, un peu par hasard, a fait sa une en 1870 sur... Enfin, il a commencé en 1869 sur une affaire criminelle dont on vous a parlé la dernière fois, je ne sais pas, l'affaire Troppmann. Non, alors on ne va pas rentrer dans le détail parce que si, on voit, formidable. Bon, et Frédéric Chauveau vous a peut-être dit que cette affaire Troppmann avait en fait assuré le succès commercial du petit journal qui, pendant toute la durée de l'affaire, donc de la découverte des cadavres de Pantin jusqu'à l'exécution de Troppmann, fait tous les jours sa une sur l'affaire Troppmann. Et quand il n'y a rien à dire, bon, parce que c'est une presse qui n'hésite pas à avoir recours à l'imagination, etc., et qui le dit d'ailleurs, elle ne prétend pas raconter forcément les choses telles qu'elles se passent. Donc, succès commercial du petit journal, qui n'allait pas lâcher l'affaire comme ça, hein, et qui a continué ensuite sur cette lancée, et qui a été imité par des tas d'autres titres de cette petite presse, hein, qui est destinée donc à un lectorat populaire. Et puis, bien entendu, ensuite, la télévision s'y est mise aussi. Hein. Le genre fait divers est rentré tardivement à la télévision, à la fin des années 60, et il triomphe véritablement dans les années 80, mais dans le journal télévisé, puis dans un certain nombre d'émissions spécialisées. Bref, certains peut-être se souviennent des chroniques de Frédéric Pottecher à la télévision, hein, qui d'ailleurs a dit, quand il a pris sa retraite, après moi, il n'y aura plus de chroniques judiciaires, c'est la fin d'une époque, etc. Sauf que c'est la fin d'une époque, oui, mais pas complètement, puisque en réalité, depuis, ni la télévision, ni la presse écrite, ni la radio, ni aucun des médias que je connaisse en tout cas, hein, n'a renoncé à évoquer des affaires criminelles, qu'elles concernent des individus ou des collectivités. Et évidemment, plus l'affaire est sanglante, plus elle est terrible et plus on en parle. Donc, l'intérêt médiatique pour une affaire est inversement proportionnel au risque de se retrouver soi-même confronté à cette affaire. J'évoquerai simplement le cas de l'homicide. Évidemment, l'homicide pour les médias, c'est un sujet formidable. Or, les homicides en France, il y en a moins de 900, on a plutôt 800 par an. Donc c'est exceptionnel, c'est un crime exceptionnel et c'est celui dont les médias parlent le plus. Évidemment, parce que pour les médias, ce qui fait l'événement, ce qui fait l'actualité, c'est l'exception. C'est pas les vols de téléphone portable. Ça n'a aucun intérêt. Hein. Or, ce que les médias oublient souvent de dire, encore que pas forcément, il ne faut pas non plus, je ne suis pas en train d'intenter un procès aux médias, ça n'aurait aucun sens, hein, c'est que jamais en France, et c'est vrai pour toute l'Europe d'une manière générale, hein, on a connu des taux d'homicide et de criminalité sanglante aussi bas. Et la France, d'ailleurs, est particulièrement marquée par cette douceur, j'ai envie de dire, contrairement à ce bruit médiatique qu'on entend tous les jours. Et je vous ferai juste remarquer, pour finir, qu'il n'est pas tout à fait, me semble-t-il, indifférent que les mots sécurisé alors sécurité c'était utilisé avant, hein, sécurisé, insécurité, et commençait d'apparaître dans l'espace public, et donc dans l'espace médiatique, autour des années 50. C'est précisément le moment où la psychanalyse commence d'être un peu diffusée, où les psychiatres français commencent à considérer que oui, le pansexualisme de Freud, finalement, c'est pas si amoral ou immoral. Et une des bases de la psychanalyse, c'est de dire que l'enfant a besoin de sécurité. Hein. Simplement, évidemment, il ne pense pas à la même sécurité qu'un agent de police. Hein. Et donc, ce besoin de sécurité qui est constitutif du psychisme humain et la prise en compte de ce besoin-là a en quelque sorte percolé dans l'ensemble, me semble-t-il, des représentations pour devenir aujourd'hui un peu l'alpha et l'oméga de nos exigences en matière d'ordre public et de paix publique. Hein. Exigences qui, je ne dis pas qu'elles ne sont pas dignes, hein, évidemment, mais exigences qui nous conduisent souvent à confondre
ce qui, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ressortit de la sûreté. Or, la sûreté, c'est précisément la possibilité pour un citoyen de ne pas être enfermé, arrêté, enfermé au nom d'un arbitraire. Hein. Voilà, c'est ça qui est prévu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est pas la sécurité des individus. Alors on parlera, si vous voulez, de la France à peur de Roger Gicquel, dont certains se souviennent peut-être. Hein. Bon, je ne veux pas monopoliser la parole parce que je veux vraiment vous la laisser. Et bon, mais simplement pour vous faire remarquer ceci, c'est que quand pour finir, hein, voilà, un historien qui se penche de manière un peu sérieuse sur ces questions, il est bien obligé de constater que la plupart des indicateurs statistiques nous portent à croire que nous vivons dans une société plutôt pacifiée, mais qu'en même temps, on n'a jamais autant entendu de discours sur l'insécurité, sur les menaces qui pèsent sur tout un chacun. Je crois que les deux sont liés, c'est-à-dire parce que nous vivons dans une société pacifiée, notre niveau de tolérance au risque, à la menace, évidemment, a changé. Nous sommes devenus radicalement intolérants à la menace criminelle, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais voilà, j'ai envie de dire, il faudrait ne pas oublier cette phrase de Durkheim, hein, qui est que le crime est un phénomène normal. Je vous remercie. Merci madame. Merci madame pour votre respect des horaires et pour cette mise au point fort bienvenue qui non seulement montre la très grande prudence avec laquelle il faut manier et considérer les statistiques. Vous avez donné des exemples biséculaires tout à fait éclairants, et également la fragilité du public, de nous tous, par rapport aux différents modes de présentation qui sont très intéressés des statistiques justement sur tout ce qui peut créer chez l'individu et dans le corps social ce sentiment d'insécurité. Bien, on va maintenant prendre les questions. Allez-y, madame. Pour réagir avec ce parcours, vous avez terminé une critique qui est souvent faite à la relativisation de l'intensité de la violence dans la société actuelle, c'est que les gens qui, justement les intellectuels qui relativisent cette violence, n'habitent pas dans les lieux où celle-ci se fait jour. Parce que ce qui transparaît, alors est-ce vrai, est-ce faux, hein, c'est qu'il y a des lieux dans la ville, des quartiers, où il y a réellement une augmentation de ces violences. Alors je voudrais savoir ce que vous en savez de la période actuelle, mais aussi surtout, est-ce qu'au 19e et 20e siècle, dès le 19e siècle, il y avait des lieux, voilà, des pôles où la violence s'exerçait plus volontiers, et c'était systématisé de la même façon. Oui, bien sûr. Alors, il y a une géographie de la violence, et notamment urbaine, qui est tout à fait repérable pour Paris au XIXe siècle. C'est les fameuses fortifs, hein, les fortifications, donc ces marges de la ville où sont censés rôder les Apaches. Et de fait, ils le rôdent parce que ce sont des lieux relativement ouverts et donc ils se rassemblent. Et, enfin, bon, les Apaches, c'est des bandes de jeunes, hein. Bon, donc c'est les mêmes. C'est les mêmes. Alors évidemment, je suis d'accord avec vous pour dire que c'est bien facile quand on habite, ce qui n'est pas mon cas, mais enfin, dans un quartier très protégé, etc., de dire relativisons. Il ne s'agit pas de relativiser. Moi, je ne relativise ni le besoin de sécurité des gens, que j'estime honorable, enfin tout à fait. Et ni les menaces qui pèsent sur eux. Mais ce que je dis simplement, c'est que cette criminalité-là, d'abord, criminalité, délinquance, incivilité, hein, il y a eu des associations aujourd'hui, les incivilités, souvent on les considère comme de la délinquance. Bon, c'est pas exactement la même chose. Et
il ne s'agit pas, ou rarement, sauf à Marseille, dans certains quartiers, etc., de crimes de sang. Hein, quand je dis que la violence a détruit, c'est-à-dire qu'en gros, on assassine moins. C'est quand même pas rien. Une autre question? Est-ce que donc, dans les homicides, ce qu'on appelle maintenant les féminicides, ça rentre dans les homicides? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, et là, vous faites bien de me faire remarquer ça, c'est qu'effectivement, je ne pense pas qu'il y ait une augmentation des féminicides, mais il y a une augmentation des dénonciations, ce dont on peut se féliciter, parce qu'il est très vraisemblable que les féminicides d'autrefois étaient dissimulés sous des formes accidentelles. Alors, crime passionnel, mais les crimes passionnels, c'est réversible, hein, ça va dans les deux sens, les femmes aussi. Ça n'est pas vraiment une question, mais je suis frappée dans votre très très intéressant travail de voir effectivement le processus de l'évolution de l'assouplissement. Je crois que vous avez évoqué ça. Vous avez dit à un moment donné que le crime par sortilège a été annulé à un moment donné. Et je me demandais au fond comment ils entrevoyaient, pourquoi ils entrevoyaient ça comme un crime. Mais je me suis dit ensuite, peut-être qu'on peut assimiler, mais c'est une vision trop courte, mais assimiler l'idée qu'il y a quelque chose par rapport à l'hystérie ou à la folie dans le sortilège. Je n'affirme rien, il faudrait que je le démontre. Mais je me suis dit à ce moment-là, mais au fond, l'hystérique, je raccourcis beaucoup, moi, c'est vraiment, on pourrait contredire, a été donc soigné par Charcot, et vous avez évoqué la psychanalyse par Freud, et de plus en plus, on a commencé à avoir un intérêt sur l'inconscient des gens, sur leur subjectivité, à les prendre en compte. Donc il y a une énorme évolution, intériorisation qui s'est faite à ce propos-là d'un travail de représentation du crime. Mais je me suis dit à ce moment-là, mince alors, où est l'inconscient collectif? Parce qu'il y a eu les nazis et le fascisme. Et la violence est ressortie en masse à ce moment-là. Donc c'est pas une question, je ne sais pas si je peux vous poser une question à partir de ce que je dis, mais je suis très intéressée par cette question qui s'est posée à moi, à partir de votre travail. Comment analyser l'inconscient groupal peut-être, ou l'inconscient... Oui, alors, là bon, sur les sortilèges, oui, ça me semble évident qu'on est passé d'une représentation magique ou prélogique, disons, du monde à une représentation plus rationnelle dans le cadre d'une scientifisation des savoirs, et donc Charcot, et donc l'hystérie, et donc la maladie, et donc voilà. Bon, ça, d'accord. Votre question, je me la suis souvent posée, oui, on vit dans une société qui est de plus en plus pacifiée, et pourtant, il y a les principaux massacres de masse ont eu lieu au XXe siècle, hein, ce que Nietzsche annonçait en 1900, en disant « un siècle de barbarie commence ». Parce qu'il entrevoyait que les progrès de la science permettraient à l'humanité de se s'entre-assassiner de manière beaucoup plus efficace. Bon, là-dessus, je renvoie aux travaux de Georges Mossé sur la brutalisation consécutive, la brutalisation des consciences et de la conscience collective consécutive au premier conflit mondial. La Première Guerre mondiale ayant en quelque sorte traumatisé, je le dis avec des mots qui ne sont pas du tout les siens, traumatiser les combattants qui sont revenus de leur expérience dans les tranchées, qui a été une expérience d'hyper-violence, qui sont venus chargés de valeurs nouvelles. D'ailleurs, d'abord, un relativisme justement à l'égard de la vie individuelle, puisque tant était mort sous la mitraille que, bon, finalement, la vie individuelle, au terme de la Première Guerre mondiale, qui a fait 10 millions de morts, ça n'a plus ça n'a plus le même poids, disons, et puis qui en sont venus tout animés de valeurs guerrières, extrêmement virilistes,
qui expliquerait d'ailleurs la montée en puissance des idéologies fascistes puis nazies dans lesquelles, bon, ce qui est important, c'est de manifester sa force et de l'imposer aux inférieurs et donc aux faibles. Ça, oui, c'est probablement quelque chose d'important dans l'inconscient collectif, mais qui ne trouve pas d'écho dans la réalité criminelle, je dirais, courante. Enfin, je ne vois pas d'écho, voilà, soyons prudents, dans la réalité criminelle courante. Mais votre question sur le sortilège a rapporté aux femmes, parce que vous pensez au personnage de la sorcière. Oui. Mais est-ce que le sortilège en question était commis par des femmes? Ah oui, d'abord, sorciers. Il y avait des sorciers, et puis Charcot dit lui-même que l'hystérie est très, très bien partagée par les hommes. Oui. On l'a un peu oublié, mais... Oui, c'est vrai. À cause de l'étymologie, voilà. l'hystérie, l'utérus. Bien, nous avons largement le temps de prendre de nombreuses autres questions. Jean? Oui, vous avez parlé à partir des années 90 et du nouveau code pénal du respect pour les victimes, de l'intérêt pour les victimes. Où en est-on du point de vue de l'indemnisation, voire de la réparation des torts faits aux victimes? Alors ça fait partie des questions que je me suis... Alors non pas où en est-on, parce que où en est-on, c'est pas une question d'historien ou d'historienne, hein, mais je me suis demandé, et je n'ai pas trouvé de réponse, parce qu'en réalité, les juristes, ils savent pas. Je me suis demandé si justement cette montée en puissance des victimes que l'on voit, qui occupe une place de plus en plus importante dans les représentations, que ce soit à la télévision, dans l'ensemble des médias, bon, la reconnaissance des victimes, la nécessité, qui d'ailleurs impose à la justice un rôle tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'on donne mission à la justice de réparer les dommages faits aux victimes. Alors, quand il s'agit de dommages matériels, bon, ça se traite au civil d'ailleurs, et bon, on peut toujours chiffrer, c'est complètement absurde, enfin, ça n'a aucun sens. Hein. La mort d'un homme, ça vaut tant, bon, d'accord. Il y a des plafonds, il y a des planchers, c'est très bien établi, etc. Quand c'est un dommage psychique, c'est évidemment, on peut considérer qu'en tout cas, la justice ne peut pas répondre à cette demande de réparation, hein, de soins en quelque sorte. Et d'ailleurs, elle s'en défend. Enfin, régulièrement, hein, on entend des magistrats, des avocats dire « Attention, n'attendons pas de la victime qu'elle répare le psychisme blessé des victimes, notamment à propos des infractions sexuelles. Hein. C'est pas son rôle. Ça serait faire... Alors, ce qu'elle peut faire, c'est dire la justice, rappeler ce qu'est le droit et désigner le coupable et la victime. Ça, c'est important. Mais c'est tout. Mais je pense qu'effectivement, la question de la justice civile, la possibilité de se constituer comme partie civile et d'obtenir des réparations pécuniaires joue un rôle aussi dans l'alourdissement des dénonciations. Si on a quelque chose à y gagner, matériellement, c'est comme les assurances. Hein. Voilà. Et ce tournant n'est pas lié à une forme d'américanisation de la justice, c'est-à-dire qu'on tend maintenant à voir quelque chose les deux camps, la victime, le coupable, comme ça se passe dans les procès américains. Enfin, ce serait une évolution qui ferait que ça risquerait de pencher un peu vers cette vision-là de la justice, alors que la vision européenne, française, c'est la société par rapport aux criminels. Oui. C'est pas deux parties qui se dépatouillent entre eux pour le juge qui finit par... Mais là, effectivement, ça se voit dans les procès. Oui. On suit les procès depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, on voit que les victimes ont de plus en plus de place. Oui. Alors, c'est une bonne piste, cette idée d'américanisation de la société. J'avais pas pensé comme ça. On en avait un peu discuté avec le magistrat que vous connaissez peut-être, Denis Salas, et
bon, on a constaté la même chose tous les deux, puis on n'est pas les seuls, hein, évidemment. Et lui me disait, c'est pas sans rapport avec la Shoah. C'est-à-dire que la découverte tardive, et donc coupable, du silence des rescapés de la Shoah a en fait braqué l'attention publique sur ces gens qui ont souffert et qui se sont tus. Bon, c'est son idée, moi je ne sais pas trop, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que pour ce qui m'a intéressé, c'est-à-dire les crimes sexuels, c'est vraiment la prise en compte de la victime comme telle, c'est le milieu des années 80, je peux le dater très précisément, et c'est par le truchement de la télévision. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où on a mis des victimes sur un plateau de télévision, qu'elles ont eu un visage, une voix, bref, qu'elles se sont incarnées, on a commencé à s'intéresser à elles, qu'elles ont pu faire entendre leur voix, et que du coup, elles ont en quelque sorte envahi le prétoire, alors que jusque-là, elles étaient quand même marginalisées. En effet, puisque ce qui était en question, c'était bien une question publique, une question collective, et pas une question individuelle. Oui, alors que là, c'est interindividuel. Et bien sûr. Ce qu'on doit suturer, c'est la blessure qu'un tel a fait à un Oui. et non plus la contrevenance au contrat social. C'est ça. C'est vraiment cette histoire d'américanisation. Oui. La société comme collection d'individus plus que comme réalité transcendante. Oui. Oui, c'est ce que je désignais en disant qu'il y a une espèce d'individualisation, jusque y compris dans le code pénal, quoi. La personne l'emporte sur le sujet politique. C'est tout à fait ça. Jean-Louis ? Oui, je vais faire une première situation. Enlève ton masque. J'ai pas trop de cas ce soir. La question par rapport au pilier que vous avez évoqué, alors ça sort peut-être plus de la délinquance que de la criminalité. Vous avez dit 2110, l'État, la famille et la propriété. Alors, qu'en est-il justement, enfin, il semble que la famille a été quand même très. Il y a des couronnes utilisées par l'interrogation. Qu'en est-il de l'État et de la propriété? Il semble que la propriété reste une sorte de donnée intangible, un sabbat de soi, en tout cas depuis 2 siècles. Hein. Pas que ce soit dans toute l'histoire de l'humanité, mais il semble que, de ce point de vue, autant je vois des choses qui bougent, qui avancent, qui sont mis en retrait, qui sont annulées, etc., autant on dirait une sorte de sabbat de soi moral sur ce siècle, avant de dire des éléments contraires, annulés, peut-être, etc., que prendre les biens d'une personne, c'est une sorte d'agression qu'on ne peut pas accepter. Donc, est-ce que je me trompe là-dessus? Et est-ce qu'il y a eu des inflexions sur certains points concernant la question, pour moi, est importante, mais ce n'est pas que la question que j'ai évoquée jusqu'à présent, ce n'est pas très grave, mais il me semble que c'est quand même la base intangible. Ça, je reviendrai sur la question sur les tables. C'est la base intangible depuis 2 siècles. Ça, c'est le crime qui est incontesté. Alors, il y a eu des philosophes, je pense par exemple à Saint-Simon, qui relativisaient la propriété à l'utilité générale. Il n'était pas à donner dans la française, c'est comme ça, quelque chose comme la liberté. La propriété, ces choses sont intouchables. Il y a quelques philosophes qui relativisaient la propriété et que, du sens que par l'utilité générale, d'autres, bien sûr,
voilà, moi, je dis ça, est-ce qu'il y a une limitation par rapport à ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire que le délit se définit par la peine, par la justice, finalement, ou est-ce que là-dessus, on a pour répondre précisément à ça, effectivement, il faudrait regarder année après année sur 2 siècles comment évolue le régime des pénalités en matière d'atteinte contre les propriétés, à supposer que ces atteintes soient constantes, c'est-à-dire qu'elles soient du même ordre, que le vol qualifié n'ait pas changé de définition au fil du temps, n'est pas bon. Une chose est sûre, c'est que effectivement les atteintes contre les biens, ce que le Compte général désigne par les atteintes, il y a 2 grands tableaux, il fait 2 grands tableaux, les atteintes contre les biens puis les atteintes contre les personnes. Les atteintes contre les biens, elles restent tout le long de la période condamnées, enfin poursuivies, dénoncées, c'est assez facile à dénoncer, poursuivies et condamnées. Là où on peut juger de leur importance ou pas, c'est relativement aux autres atteintes. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, ce qui est le plus sévèrement sanctionné, c'est les atteintes contre l'État, donc le fait de battre monnaie, enfin d'avoir fait de la fausse monnaie, parce que c'est une atteinte contre la personne du roi en réalité, contre sa souveraineté, voilà. Voilà, le droit régalien. Et puis, les atteintes contre les propriétés, alors que les atteintes contre les personnes sont finalement moins sévèrement sanctionnées. Pas tellement dans le code, parce que le code dit bien que, bon, voilà, les travaux forcés, etc. Mais dans les faits, dans la pratique de justice, parce que ce sont les atteintes contre les personnes qui sont le plus souvent acquittées, enfin, qui font l'objet d'acquittement, d'absolution au début du 19e, puis d'acquittement, et puis qui sont pratiquement systématiquement, à partir de 1832, qui bénéficient des circonstances atténuantes. Alors que, oui, hein, c'est ce que disait Michel Perrault, le législateur de 1810, et il le reste jusqu'à aujourd'hui, est un propriétaire. Donc, l'atteinte à la propriété, c'est une chose grave, c'est une chose sérieuse. L'atteinte à la personne, c'est, sauf dans les cas d'homicide, hein, c'est toujours susceptible de relativisation, en réalité. Et on l'a vu avec les débats autour du consentement, des questions d'âge, etc. Bon, c'est moins facile à définir et à cerner, mais je crois aussi que, effectivement, les rédacteurs du code, et puis les magistrats, et donc tout ce personnel qui met en œuvre cette justice pénale, sont des propriétaires. Et qu'il est bien entendu que l'ordre social repose sur la propriété. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous pour dire que la famille, elle est mise en cause. Pas tellement. Hein. Le Code civil, en fait quand même une forteresse absolument inexpugnable, avec l'autorité paternelle, et puis tout le monde au garde à vous. Les lois qui commencent d'essayer d'interroger l'ordre des familles, c'est les lois de 1889 et 1898, justement, sur les cruautés, les sévices imposés, enfin, infligés aux enfants, y compris dans le cadre des familles. Hein. Elles sont, et ce sont 2 lois qui permettent de prononcer la déchéance de la puissance paternelle. En réalité, la loi de 1889, aucun juge n'osait la mettre en œuvre, c'est-à-dire que prononcer la déchéance paternelle, y compris quand il était avéré que le père avait fauté à tout point de vue, c'était très difficile. Donc c'est moins la famille d'ailleurs que la puissance paternelle, hein, qui était là absolument intangible. Et même aujourd'hui, il me semble que lorsqu'on aborde les questions de violences sexuelles exercées sur les enfants, quand même, il n'est pas tellement question de la famille, enfin, il n'est pas question de l'interroger comme structure. Donc c'est un pilier au même titre que la propriété, et ça le reste. Sur la propriété, est-ce qu'on peut voir une évolution historique au cours du XIXe siècle? Je pense à l'allotissement actuel, mais je ne sais pas du tout quelle est l'origine historique, du vol par nécessité. Ma question portait sur une éventuelle montée en puissance au cours du 19e et du 20e de ce qu'on appelle encore très récemment le vol par nécessité. Le vol alimentaire. Il y a eu une affaire très récente où une mère de famille
C'est curieux d'ailleurs, c'est plus souvent les mères de famille qui s'occupent des apports nutritionnels de leur famille que les pères en passant. Ça vous étonne? Bon, oui, bien sûr. Oui, je sais pas, enfin, boîte de sardines ou quelque chose comme ça, elle a été acquittée par un tribunal. Je pense aussi, bon, ça c'est de la figure littéraire, au sort que Victor Hugo dans l'Indésirable a fait de ce genre de questions par rapport à la justice. Alors, je vous répondrai très simplement, c'est qu'on manque d'études, comment ils appellent ça les sociologues, d'études longitudinales, hein, pour répondre précisément à votre question. Effectivement, moi j'ai trouvé des tas d'exemples dans les archives de femmes ayant volé par nécessité, qui ont bénéficié de l'indulgence, de la clémence du jury, qui disent bon, eh bien, on comprend, etc. Et puis, pour un même vol, à la même époque, une sanction extrêmement sévère. Ça dépend aussi beaucoup des juges, ça dépend beaucoup de toute une série de facteurs sur lesquels il est finalement très difficile de se prononcer. La notion de vol par nécessité, quelle est son historicité? Ah, je ne sais pas. Ça, je peux pas vous répondre. Et pourtant, j'en ai lu des thèses sur le vol, et je ne crois pas que ça soit un terme vraiment juridique. Oui, c'est ça. Hein, c'est comme le crime passionnel. Ça n'existe pas. Il y avait quelqu'un qui voulait intervenir, madame? Bonsoir. J'avais compris d'après votre exposé qu'au XIXe siècle, il n'y avait pas de réduction de peine au niveau des criminels. À partir de quand cette réduction de peine est apparue au XXe siècle et quel est l'élément déclencheur qui a fait qu'il y a eu remise de peine? Alors si, la remise de peine est une constante puisque ça fait partie justement des prérogatives du chef de l'État, du roi, de l'empereur, et comme d'ailleurs donc la grâce, hein, et puis la réhabilitation. Donc ça, on le voit, c'est constant tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle. Donc la remise de peine n'est pas un phénomène récent. Vous parlez peut-être des... Vous voulez parler des réductions de peine en cours d'exécution de la peine? Oui, mais ça aussi. Oui. Alors évidemment, le prisonnier présente un dossier. D'ailleurs, voilà, les recours en grâce. Hein, j'ai regardé, j'ai vu passer un certain nombre de dossiers. Et très souvent, le procureur accompagne la demande pour peu que le prisonnier se soit bien comporté. En gros, c'est ça l'idée. Sauf pour les bagnards. Quand même pas oublier la réalité du bail jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale. Hein, donc, Mais est-ce qu'il y aurait une tendance à cette augmentation de réduction de peine? Je vous rappelle que j'ai dit en commençant que cette histoire avait 30 ans, hein, et que donc il reste encore beaucoup à faire, et notamment sur la question... Parce que, voilà, les historiens ont eu ce fâcheux travers de tous se précipiter sur les grandes affaires criminelles, bon, alors Lassner, Troppmann, machin, et d'assez difficilement aller regarder les évolutions sur la durée à partir de ces données statistiques. Bah, évidemment, c'est moins amusant, hein. On souffre un peu. Madame? Oui, enfin bon, j'ai eu un petit... ma question était un peu naïve et un petit peu différente puisque vous parlez du 19e et du 20e siècle. Alors, mais je me demandais, avant le premier code civil, donc ça n'entre peut-être plus tout à fait dans votre sujet. Alors, il y a le code pénal, il y a le code civil. Le code pénal, je voulais dire, pardon, oui. Comment jugeait-on? Parce que je me suis mise à me dire, mais avant, et les 7 péchés capitaux dans tout ça, comment on faisait avant? Eh bien, écoutez, vous demanderez à un moderniste. Non, on jugeait ce que j'ai, pour avoir un peu évidemment quand même fréquenté mes collègues modernistes, ce que j'ai compris de la justice d'Ancien Régime, c'est que c'est à la fois une justice qui peut sembler impitoyable parce qu'elle châtie de manière extrêmement spectaculaire. Alors là, je vous renvoie aux travaux de Foucault, hein, sur le spectacle du châtiment public et des tortures véritablement qu'on inflige aux condamnés, mais en même temps, c'est une justice justement sur laquelle règne un certain arbitraire, hein,
et du coup qui est une justice que je me représente comme un filet aux mailles très larges. Donc beaucoup échappent à la justice, tout simplement parce que l'organisation de la police n'est pas très efficace, bon, elle n'est pas celle d'aujourd'hui, hein, et que les juges décident comme ça un peu en fonction des accointances qu'ils ont avec l'accusé ou de l'opportunité du moment. Donc à la fois il y a un régime de châtiment tout à fait impitoyable et en même temps finalement une justice qui dans sa généralité me semble plus souple. Et puis la notion de péché est sens religieux. Or, en Occident, voilà, ça c'est intéressant, mais à la différence d'autres parties du monde, gérées par d'autres monothéismes, on fait la distinction entre le temporel et le spirituel. Voilà, alors ce qui est sûr, c'est ce que j'ai essayé de dire, hein, c'est que ces deux codes de 1791 et de 1810 ont résolument voulu marquer la différence avec tout enracinement religieux dans la notion de péché, de sacrilège, de blasphème, etc. En rompant complètement avec ça, on a une justice sécularisée. Le blasphème a duré plus longtemps au pays concordataire jusqu'à très récemment. Ah oui, le pays concordataire, c'est autre chose encore. Madame, vous voulez parler et Je après reviens un petit peu, madame, ce que vous aviez dit tout à l'heure à propos des violences intrafamiliales. Et vous avez dit, je crois, que la justice n'interroge pas la structure de la famille. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Je voulais dire simplement que quand on constate à quel point l'inceste paternel notamment, ou grand-paternel, ou enfin, est une chose finalement beaucoup plus massive et commune qu'on ne l'imaginait, parce qu'on s'est longtemps représenté l'inceste comme étant une chose abominable, mais tellement exceptionnelle, et puis les événements récents montrent que non, c'est pas tellement exceptionnel, et que donc ça devrait conduire la société à s'interroger ce qui, dans la hiérarchie familiale, l'autorité paternelle qui règne dans les familles autorise les pères à faire ce qu'ils font et oblige les enfants à se taire et à subir. C'est compliqué, ça je suis d'accord. Il faut commencer par se poser des questions, puis on verra si on peut y répondre. Hein, mais... Ils ne peuvent pas pour l'instant. Parce qu'on est dans un ordre culturel et moral qui fait qu'effectivement, on ne remet pas en question l'autorité. Alors, on nous dit le contraire, on nous dit qu'il n'y a plus d'autorité, que tout fout le camp parce qu'il n'y a plus d'autorité parentale, mais il y a quand même une autorité suffisante pour que ces violences-là soient exercées, subies et tuées. Madame ? Je voulais savoir si le mot assassinat, si le mot homicide avait remplacé le mot assassinat. Et si, parce qu'avant on dit aussi un assassin, un criminel, vu la définition maintenant du mot crime, est-ce qu'on peut toujours... Non, alors la définition du mot crime... Oui, alors le crime, c'est ce qui est jugé par les cours d'assises. Donc ça peut être un assassinat, un meurtre. L'assassinat, c'est le meurtre avec préméditation. Donc ce sont des catégories très... donc c'est pour ça que je parlais d'homicide, pour mettre tout ça... Et puis le viol, et puis un certain nombre de vols. On n'a pas besoin de sang pour qu'il y ait crime. Hein. Le crime, c'est juste une catégorie qui est jugée par la cour d'assises. Alors, et donc, on peut considérer qu'effectivement, compte tenu du fait qu'on en appelle à une juridiction de ce niveau-là, les crimes sont considérés comme étant plus graves que les délits, qui sont des vols plus mineurs. Par exemple, voilà, aujourd'hui, est considéré comme un crime le viol, l'agression sexuelle, alors que l'atteinte sexuelle est un délit et est traité par les tribunaux correctionnels. Ça n'a pas toujours été le cas, puisque l'attentat à la pudeur dont je vous ai parlé, inventé en 1832, était sans violence, hein, était considéré comme un crime et traité par les cours d'assises. Moi, j'ai toujours justement, quand j'ai été étonnée que le vol, par exemple, le hold avec une arme factice, est considéré comme un crime, par exemple. Ça m'a, je sais pas, j'ai eu l'impression que du coup, l'argent, voilà, il y a une hyper-valorisation des banques et de l'argent, là. Parce que, voilà, on met en danger absolument personne.
Et puis, c'est un crime de la même façon qu'un nazisme. Je me souviens que ça m'avait surprise quand j'avais lu ça. Ben oui, mais c'est pour ça que je dis toujours à mes étudiants, lisez le code pénal. Vous en apprendrez beaucoup sur les valeurs, les normes qui régissent notre société. Vous les comprendrez. Et au 19e, par contre, les vols, est-ce que vous avez une idée de comment ils étaient hiérarchisés, enfin... Pareil, il y avait déjà des vols qui étaient considérés comme des crimes. Oui, bien sûr, il y a toute une série de vols, et notamment les vols de récolte, les vols d'instruments aratoires, les incendies aussi de granges sont considérés comme des crimes, alors même qu'ils ne mettent pas en jeu la sécurité des personnes, mais parce que ce sont des atteintes contre les biens. Et que ça peut aussi ruiner une famille. Par exemple, Alain Bauer, qui est criminologue, qui ne correspond pas à une section universitaire reconnue, qui propose de compter parmi les statistiques des homicides les meurtres ratés. Enfin, les intentions de tuer, des coups de blessure avec manifestant l'intention de tuer, je sais plus comment parce que, d'après lui, il s'agit en fait de crimes ratés. Oui, mais ça a été un débat depuis 1810, c'est un débat constant chez les juristes. Est-ce que la volonté vaut l'acte? Bon, et ce débat n'est jamais complètement tranché, notamment dans les cas d'homicide ou de viol, évidemment. Est-ce que le crime empêché simplement parce que l'accusé n'a pas pu aller jusqu'au bout, est-ce que ça n'entraînerait pas... Alors, vous voyez que ça, c'est complètement en rupture avec la légalité des délits et des peines, puisque le crime n'a pas été commis. Beccaria dirait, ben non. C'est ça, exactement. Et c'est tout ce questionnement sur les intentions supposées de l'acteur. Voilà, hein, qui décide qu'il y a eu intention ou qu'il n'y a pas d'intention. On rentre là dans quelque chose qui me semble très important aujourd'hui dans l'exercice de la justice, c'est-à-dire des considérations psychologiques qui exigent que la justice fasse de plus en plus massivement, et là évidemment je renvoie encore à Michel Foucault, hein, que la justice fasse appel de plus en plus massivement à des auxiliaires qui sont la médecine psychiatrique. Et donc, on le voit pour la question des libérations, même pas anticipées, d'ailleurs la libération des délinquants sexuels, hein, qui sont une libération qui est soumise à une évaluation. Alors, il y a la jonction de soins, évidemment, et puis il y a aussi l'évaluation des psychiatres qui vont en prison pour dire si ce monsieur peut sortir, est-ce qu'il a des caractères de dangerosité, etc. C'est-à-dire qu'on pose à la médecine psychiatrique des questions qui sont de l'ordre du pénal, alors que c'est une science médicale, et que dangereux pour un médecin et pour un juge, c'est pas la même chose. Responsabilité pour un médecin et pour un juge, c'est pas la même chose. Cette suture entre le système médical, revendiqué d'ailleurs par un certain nombre de psychiatres, parce que la justice est un lieu d'exercice du pouvoir, donc ils auraient tort de s'en priver si c'est ça qu'ils cherchent. Hein. Cette suture, elle est quand même extrêmement problématique. Aujourd'hui, notamment pour la question de la rétention de sûreté, hein, les juges se tournent vers un psychiatre pour dire alors, est-ce qu'on peut libérer ce monsieur ou pas? Monsieur, je reviens sur les armes factices. En fait, à l'époque, c'est dans les années 80-90 que sont apparues les armes airsoft, les armes jouets, qui ressemblent furieusement à des vraies, qui sont même pour certaines en métal. Et la justice a considéré qu'un commerçant qui n'est pas expert en armes ne verra pas la différence et aura le même préjudice, même si le criminel ne tire pas. C'est la même chose que s'il menaçait avec une arme qui n'était pas chargée. Et il y a plein de voyous qui sont morts sous les balles des policiers avec des armes factices ou avec des armes non chargées. Oui, on voit bien, là, ce faisant, rentrer en considération la notion une notion psychologique. Hein. Le dommage, il est psychique, puisque ce commerçant qui ne risquait dans les faits rien, en tout cas pas grand-chose, a éprouvé un dommage qui est d'ordre psychique, puisqu'il a eu peur.
Il a sorti sa caisse, oui. Mais l'agresseur, lui, avec son arme, Excuse-moi, là, il y a qui quelqu'un qui a été liquidé par l'intervention policière, il a subi aussi. Ah non, mais évidemment, oui, je ne suis pas en train de justifier. Je voulais revenir un petit peu, enfin, ça recroise l'idée du vol par nécessité. Est-ce qu'il y a des études, je ne sais pas quelle discipline permet d'étudier ça, la sociologie, l'histoire, le droit, qui étudie l'origine sociale des personnes qui sont punies? Est-ce qu'il y a des évolutions? Est-ce que, en gros, c'est ce qu'on appelle la justice de classe, quoi? Oui, oui, bien sûr. Alors ça, des études menées par des sociologues, il y en a une quantité. Et l'origine sociale et l'origine géographique, hein, quand on regarde par quartier, bon, et même si c'est évidemment complètement interdit en France, les statistiques ethniques, on arrive quand même à recouper et on voit qu'effectivement, les prisons sont peuplées de pauvres racisés. Voilà, pour le dire. Et gardées par d'autres pauvres, je suis d'accord. Je connais une sociologue de la justice, elle doit s'occuper de ça. Bah, sans doute. Jean-Louis? Je vais revenir sur un point que vous avez. Ton masque. Un point que vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez dit, qui me paraît évidemment très paradoxal dans la société actuelle, que vous vivez dans une société pacifiée. Vous avez dit, alors, j'ai deux questions et une observation. La question, parce que c'est évidemment pas ce qui domine le débat public actuellement, de dire qu'on serait dans une société pacifiée, autant au contraire qu'on est dans une société non pacifiée, plus violente que jamais, etc. Hein. Donc c'est vraiment paradoxal d'entendre ça. Alors, ma question, et après je sans idée, ma question, vous avez dit qu'il y avait, là la statistique à un moment, on ne peut pas passer par-dessus. Vous avez dit qu'il y avait 700... 8 à 900. Est-ce que vous pouvez nous donner, évidemment, encore il y a des écarts de fond, mais pour que ça prenne sens, il faut quand même parler du chiffre. Combien il y avait d'homicides il y a 50 ans, il y a 100 ans, et en 1800? C'est-à-dire que, non, ça c'est ma première question qui serait au niveau de la longue durée, c'est-à-dire que, puisque c'est vraiment, bon, même avec les écarts, il y a quand même une possibilité, me semble-t-il, de donner des chiffres, parce que on peut critiquer la statistique, mais sans aucune statistique, on est aussi un peu dans la déclaration. Voilà, donc ça c'est ma première question. Est-ce que vous pouvez me donner des chiffres pour me convaincre de ça? La deuxième question un peu différente, c'est que, je n'ai pas une question, c'est plutôt une observation, peut-être qu'on y reviendra la semaine prochaine, c'est que, au niveau du ressenti, c'est pas la situation d'il y a 50 ans qui compte dans l'histoire, et non pas seulement le cri. Hein. C'est parfois le temps court, le ressenti du temps court. On va dire aux gens, il paraît que leur niveau de monte ou baisse depuis 50 ans. Ce qui va côté, c'est ce qui se sera passé depuis 6 mois. Hein. La hausse des prix, la baisse des prix, enfin, il y a des centaines de phénomènes sociaux dont on pourra dire sur la longue durée qu'il y a telle évolution, mais en fait, ce qui va fonctionner, c'est ce qui se passe depuis des temps qui sont même variables. Là, c'est une question historienne et le rapport entre le temps et le temps. Voilà. Ma première question est très statistique, au contraire, la deuxième est plus... Je suis tout à fait d'accord avec votre observation, mais c'est pour ça que je crois que c'est utile quand même de faire de l'histoire pour toujours apporter, c'est pas un relativisme, mais mettre les choses en perspective et montrer que bon... pour répondre à votre première question, ça fait partie des choses que j'ai renoncé à dire parce que j'étais trop longue. Voilà, juste quelques taux. Le taux d'homicide en Europe est passé de 100 par an pour 100 000 habitants au XIVe siècle, à 10 au XVIIe, à 1 de nos jours.
plus près de nous, en France, en 1936, le taux d'homicide était de 1,1 pour 100 000 habitants. En 2000, il était de 0,7 pour toujours 100 000 habitants. Et c'était en 2000, donc la France avait un des taux d'homicide les plus faibles au monde. Alors, mais encore une fois, ça ne nous renseigne pas sur les petites agressions quotidiennes, les violences dans les quartiers, les voitures incendiées, etc., hein, bien sûr. Mais parce que, pourquoi je dis ça? Parce que l'homicide, c'est quand même, sur l'homicide, on a des chiffres qui sont assez sûrs, parce que c'est quand même difficile de dissimuler un homicide. Bon. Donc voilà, hein, c'est aussi, ça fait partie des taux d'élucidation qui sont les meilleurs. Tout le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'on explique pourquoi en France, là, c'est peu? Ça, je ne sais pas si on explique par le caractère pacifique. Je n'en sais rien, je ne peux pas vous dire pourquoi on ne se tue pas plus en France. L'efficacité des institutions régaliennes, peut-être? Oui, je suis pas sûre que... La réussite de l'éducation nationale. Voilà, sans doute, vous avez raison, c'est la réussite de l'éducation nationale. C'est du corporatisme. Jean-Louis, tu avais une deuxième question? Ok. Madame, il y a quelqu'un là-bas qui voulait prendre la parole? Non. Alors, Alain? Je voudrais une tentative de réponse par rapport à ma préoccupation, qui est de savoir si un conducteur en état d'ébriété qui provoque un accident mortel, est-ce que les personnes qui ont été victimes de cet accident, est-ce qu'il y a une qualification de crime? Non. Est-ce que la voiture est un moyen... Ça n'est pas une arme par destination. Pardon, ça n'est pas une arme par destination. C'est ça. Mais ça peut le devenir. Statistiquement, elle a été, la voiture. On le sait, dans un certain nombre d'aventures de masse, terroristes, la voiture a été aussi. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est considéré comme... C'est involontaire. Oui, Non, mais si on a bu, on sait aussi que c'est une circonstance. Si on a une voiture épave, c'est aussi... Oui, mais n'empêche que c'est traité par la justice comme un homicide involontaire et que ça peut conduire à une condamnation à la prison, et le plus souvent avec sursis. Pas toujours, mais le plus souvent quand même. Bon, effectivement, et il y a, il me semble que j'ai lu ça aujourd'hui, des discussions actuellement sur le fait de considérer ou pas l'état d'ébriété ou le fait d'être sous stupéfiants comme une circonstance atténuante ou une circonstance aggravante. Et on est au cœur là d'une discussion tout à fait actuelle. Hein. Certains juristes et certains médecins disent bah non, parce que ça ne doit pas être une circonstance atténuante, ça doit être considéré comme une circonstance aggravante, parce que celui qui s'est enivré ou celui qui a fumé du cannabis a pris le risque de commettre l'irréparable. Bon, le débat n'est pas clos. Hein. Et là, est-ce que la statistique indique un nombre de morts? Parce qu'on sait que la statistique routière, c'est encore les morts par accident sur la route, c'est encore très très important. Les morts par suicide, c'est encore très très important. Est-ce que c'est toujours pas les considéré comme des crimes, ça? Non. Non. Voilà. Non, ça, au pire, je vous dis, c'est l'homicide involontaire, c'est traité au tribunal correctionnel. Ouais. Et les statistiques des accidents de la route, hein, effectivement, il y a une ligue contre la violence routière, elles ont quand même été divisées quasiment par 3 entre les années 70 et le début des années 80 et aujourd'hui. Donc ça c'est, là encore, on voit bien qu'on est dans une société relativement pacifiée. Vous mettez les guillemets de la pacification. Oui, si
si vous voulez. Mais enfin, on était à 10 000. Hein. Avec beaucoup moins de voitures. Avec beaucoup moins de voitures. Donc quand même, on s'est un peu civilisé. Quels sont les facteurs de pacification? Les causes. Oui, qui contribuent à la pacification. En général, bah oui, Les policiers. oui, oui, voilà, un certain nombre, oui, le développement économique, j'allais dire la prospérité partagée, mais on sait à quel point elle n'est pas partagée par tous. Mais enfin bon, voilà, globalement quand même, une amélioration des conditions de vie sensibles au fil du temps. Je ne suis pas sûre que l'école ait joué un rôle fondamental dans cette affaire. Et l'université. Et l'université. Bon, c'est difficile de dire, mais il y a aussi sans doute une mutation qui est liée à l'évolution des sciences. Vous savez, jusqu'au milieu du 19e siècle, on opérait les gens sans anesthésie. Voilà. Et il y avait débat d'ailleurs chez les médecins, faut-il anesthésier? Non, non, il ne faut pas anesthésier, c'est très bien, parce que ça nous renseigne quand on opère, le fait qu'il crie ou pas, bon, c'est un bon indicateur. Donc, on voit bien qu'il y a un adoucissement des mœurs, et il y a évidemment une augmentation du confort. Il y a aussi peut-être un affinement des sensibilités qui n'est pas sans lien avec l'œuvre psychanalytique et avec tout cet appel à une réflexion sur soi, voilà. Tout ceci conspire à sans doute pacifier. Je l'ai suggéré en indiquant qu'effectivement l'entrée dans l'espace public des femmes, cette massification-là, avait certainement changé des choses. Parce que ça n'a pas évolué, la statistique sexuelle des criminels, c'est énorme, quoi, la proportion d'hommes par rapport aux femmes, et c'était déjà pareil. Oui, ça c'est constant. C'est de la même façon que la population carcérale est une population d'hommes, très largement. Hein. C'est une bonne idée. Madame? Excusez-moi, je ne vous entends pas là. Les guerres, toute la souffrance qu'il y a eu, qui ne sont pas si maintenues, va justement aider à pacifier les gens. Bah, vous voyez, j'évoquais tout à l'heure Georges Moss, qui lui, a une thèse qui s'inscrit en faux contre ça, qui est celle de la brutalisation des pratiques, des consciences, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Alors que la Seconde Guerre mondiale étant évidemment très différente, et avec cette découverte et prise en compte tardive d'ailleurs de la Shoah. Voilà, c'est ce que Denis Salas interprète comme étant le début d'une sensibilisation, disons, au sort de la victime et aux souffrances des individus. Vous parliez de l'apparition de l'anesthésie. Mais moi, ça me fait penser au progrès de la médecine en général. Oui, c'est-à-dire que maintenant, quand nous avons mal quelque part, ça va, nous allons consulter, nous allons nous automédiquer à la pharmacie la plus proche. On sait par la paléontologie humaine, ou même sans remonter à des époques très lointaines, en examinant des squelettes, que nos ancêtres souffraient de tout un tas de trucs, de fractures non mal réduites, d'abcès. Par exemple, Washington avait des abcès dentaires épouvantables, on l'a retrouvé en examinant sa mâchoire, c'était pas grave, ça s'appelle la douleur, sauf peut-être pour les très grandes sociétés, et encore, quelle était l'efficacité de la médecine même au bas du roi, pour la quasi-totalité de l'humanité, la douleur était quelque chose de quotidien. Alors, bon, il faudra aussi faire le lien avec ce que je dis sur la mortalité, la mortalité ou l'adoucissement des mœurs. Oui. Non, mais c'est certain que nous avons perdu le contact, la familiarité avec la douleur physique et les épreuves physiques d'une manière générale.
Et le fait que les familles soient moins nombreuses, donc comme le taux de natalité baisse depuis un certain nombre d'années, tout ce qui est rare est cher, et donc je pense que les gens respectent peut-être un peu plus la personne, et donc ça peut peut-être expliquer un taux d'homicide qui serait en train de chuter aussi. Moi, j'aurais rapporté ça plutôt à la naissance des préoccupations relatives à la protection de l'enfance à la fin du XIXe siècle, effectivement un moment où la France est vraiment malthusienne, et oui, où en effet l'enfant est rare et donc précieux, et en plus avec la perspective d'une revanche, et donc il y a un cynisme démographique autour de cette naissance de la protection de l'enfance, qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais il y a en revanche une sacralisation, enfin, vous voyez, d'aucuns disent l'enfant est le dernier lieu du sacré qui par ailleurs a déserté nos sociétés. La loi de 1945 sur la protection. Non, mais il y en a avant, 1889 et 1898, et même les débats préparatoires à la loi de 1898 avaient envisagé la question de l'inceste. Et puis finalement, ils ont dit non, on va quand même rentrer dans ce... Donc voilà, il s'agissait de protéger les enfants, y compris contre leurs parents. La loi de 1945, oui, c'est pour protéger la moralité. Pour protéger la jeunesse aussi, peut-être l'effet de la guerre. Oui, On a dépénalisé ou relevé l'âge de la majorité pénale, parce que c'est que certains courants politiques à l'heure actuelle pestent contre cette loi. Le micro, que tu parles avec ça et le son. Oui, je parlais de la loi de 1945, je pose une question, qui dépénalise... C'est pas une question de majorité, c'est pas une question de majorité sexuelle, j'y ai fait allusion d'ailleurs en disant qu'effectivement l'âge en deçà duquel tout rapprochement sexuel entre un adulte et un enfant était sanctionné, avait été élevé en 1945 à 15 ans. Et c'est ce qu'on appelle, par abus de langage, la majorité sexuelle. Mais voilà. Je pense plutôt, mais je me trompe peut-être, à l'idée sur laquelle les lois de 1945 là-dessus portent un autre regard de la société et de la justice, c'est-à-dire qu'on ne punit pas le délinquant juvénile, on essaie de le rééduquer. Oui, ben ça date de 1912 et des premiers tribunaux pour enfants. Et bien sûr, vous avez raison, oui, je ne pensais pas à ça, mais c'est effectivement confirmé par la loi de 1945. On est passé, disons, d'un système qui était répressif à l'égard de l'enfance délinquante, dans ces années de la fin du XIXe siècle, à un système qui veut au contraire sauver l'enfance en danger. L'enfant délinquant étant de plus en plus considéré comme l'enfant en danger. Est-ce que les guerres ont fait un trou dans les statistiques ou pas, ou est-ce que ça a révélé certains autres crimes spécifiques en temps de guerre? Vous avez raison, il y a une spécificité de la criminalité en temps de guerre, mais qui est quand même très difficile à saisir. On peut l'appréhender comme ça. D'abord parce que pendant les guerres, la statistique s'effondre, simplement parce qu'il n'y a plus personne pour... Bon. Donc il y en a des trous dans ce compte général que j'évoquais. Il y a des trous, il y a un trou entre 14 et 19, entre 15 et 19, et puis même chose pendant la Seconde Guerre mondiale. En revanche, on voit apparaître des types de criminalité, enfin en tout cas des raisons d'emprisonner qui sont différentes. Alors la trahison, le pacifisme, le marché noir, pendant la Seconde Guerre mondiale, les prisons, on le sait, étaient remplies. Les prisons de Vichy étaient remplies et ce n'étaient pas forcément des délinquants crapuleux. Et à l'inverse, la prostitution, pendant la Première Guerre mondiale notamment, a été beaucoup moins poursuivie, puisque démontrait son utilité auprès des garnisons.
Est-ce qu'on a une idée de la motivation des crimes quand ils étaient à hauteur de 100 par an pour 100 habitants? Alors, des homicides. Des homicides. Là, il faut regarder chaque dossier. Hein, et puis, alors, avoir une idée des motivations, c'est très compliqué parce que des mobiles, bah oui, mais les mobiles, ils sont invoqués par l'accusé, par le juge, enfin, le procureur, le juge d'instruction, le président des assises, c'est pas forcément les mêmes, et puis par les médecins experts qui quand même, à partir de la fin du 19e, commencent d'être mobilisés assez régulièrement pour expertiser l'état mental de l'accusé, pour peu qu'il ait commis un homicide un peu bizarre, qu'il ait un peu découpé sa victime, ou enfin qu'il ait fait des choses comme ça. Et donc là, les motivations invoquées par les uns et par les autres ne sont pas du tout concordantes. Les uns parlent de folie temporaire, ce qui ne correspond à pas grand-chose dans la clinique d'aujourd'hui, mais rien ne nous dit que la clinique d'aujourd'hui est plus valable que la clinique, enfin, de demain, en tout cas. Donc voilà, l'autre dira c'est sous l'impulsion de la boisson. Alors évidemment, il y a beaucoup d'homicides qui sont commis sous l'effet de la boisson. Et les médecins experts pouvant dire bah oui, alors par ailleurs il y a l'atavisme parce que les parents de l'accusé étaient eux-mêmes tout à fait alcooliques. Bon, ouais. Voilà, c'est Zola, exactement. Là on retrouve. Zola n'a pas inventé grand-chose, il était allé regarder les dossiers d'assises. Hein. Bien, nous arrivons au terme Nous arrivons au terme